Si vous parcourez le web depuis quelques années, vous avez sûrement déjà vu ça, ou encore ça. Les programmeurs les appellent les CAPTCHA. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, elles sont beaucoup plus utiles qu'on pourrait le penser. Si vous en avez déjà rempli, alors vous avez probablement travaillé gratuitement pour entraîner une IA. Plus étonnant encore, la philosophie derrière les CAPTCHA est à l'origine de Duolingo. Oui, vous avez bien entendu. L'histoire est complètement folle. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous dévoile l'histoire incroyable de l'invention des CAPTCHA et de Duolingo. Je vous dévoile aussi comment un discret doctorant guatémaltèque a inventé un business model ultra ingénieux qui lui a permis de revendre 2 entreprises à Google avant ses 30 ans. Vous découvrirez comment les CAPTCHA rapportent chaque année des millions de dollars grâce aux millions d'humains qui les remplissent gratuitement. Puis, je vous révélerai comment Duolingo gagnait vraiment de l'argent avant les abonnements payants et avant les bannières publicitaires. Bon, sans plus tarder, commençons par le commencement. Début des années 2000, dans une salle de conférence, Louis von Hahn est doctorant en informatique. Et un jour, presque par hasard, il assiste à une conférence sur les mots croisés. Oui, sur les mots croisés. À l'intérieur de la salle de classe, l'intervenant explique que les ordinateurs sont très mauvais pour reconnaître des objets ou des mots dans des situations complexes. Sans trop savoir pourquoi, cette idée va marquer Louis. Et ce sera quelques semaines plus tard, lors d'un trajet en avion, que tout va prendre sens. Assis confortablement sur son siège, Louis observe un passager en train de faire des mots croisés pour le plaisir. Et là, c'est le déclic. Pourquoi essayer de forcer une machine à faire ce que des millions d'humains font déjà naturellement et gratuitement ? Car c'est vrai, l'homme qui fait ces mots croisés dans l'avion, eh bien, c'est de la puissance de calcul humaine au final. Et concrètement, si on déguise un micro-travail comme reconnaître une image en un jeu ludique et challengeant, alors on peut obtenir gratuitement de la puissance de calcul humaine en masse. Excité par cette idée, Louis von Hahn va alors créer un premier jeu basé sur ce principe. Le concept est très simple. 2 joueurs anonymes sont connectés en même temps et voient la même image. Et chacun doit taper des mots pour décrire cette image. Lorsque les joueurs tombent sur le même mot, ils gagnent des points. Donc, ils ont tout intérêt à décrire précisément l'image qu'ils voient. Mais derrière ce jeu enfantin, c'est tout un manège qui se met en route. Quand un mot est validé, alors le système va associer une étiquette à ce mot. Par exemple, une image de banane, correctement décrite comme une image de banane, va alors avoir l'étiquette banane. Et quand on a des milliers de joueurs qui jouent à ce jeu, la base de données se remplit à vitesse grand V. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une énorme base de données ? Oui, on peut entraîner une intelligence artificielle. Et dans ce cas, une IA pour décrypter des images. Et ça, à l'époque, dans les années 2000, c'est une prouesse. C'est même un tel succès que Google va racheter le concept du jeu de Louis pour améliorer son moteur de recherche d'images. Le jeune étudiant a probablement encaissé un joli pactole lors de cette vente, mais pour lui, c'est seulement le début. Car son jeu présente une limite évidente, il faut que les gens veuillent y jouer. Donc le jeu est dépendant de l'envie et de la motivation de ses joueurs. Et d'écrire des images pour gagner des points fictifs, vous comprendrez que ça ne motive pas très longtemps. Alors Louis va retourner le problème. Pourquoi ne pas intégrer ce micro-travail dans une action que des millions de gens sont obligés de faire chaque jour ? Et ça tombe bien, car en 2007, un nouveau fléau envahit le web, les bots. Des milliers de scripts automatisés s'introduisent sur les sites, s'inscrivent à des services, créent des faux comptes, polluent les forums, les entreprises sont dépassées et la parade qui s'impose à l'époque s'appelle CAPTCHA. Oui, les trucs moches que nous avons vus en tout début de vidéo. Chaque jour, eh bien, des millions d'internautes doivent prouver qu'ils sont humains en tapant quelques lettres déformées sur leur écran. Et là, Louis a une idée. Il invente alors ReCAPTCHA, un système qui remplace les lettres aléatoires par des mots issus de livres anciens illisibles pour les machines. En remplissant les CAPTCHA, les utilisateurs décryptent des mots indéchiffrables et accessoirement, ils le font gratuitement. Et c'est comme ça qu'en quelques années, ReCAPTCHA va numériser des millions de pages. Et en 2009, c'est rebelote pour Louis. Google rachète ReCAPTCHA pour un montant gardé secret, mais estimé à plusieurs millions de dollars. L'objectif ? Utiliser ReCAPTCHA à grande échelle dans le cadre du projet Google Books pour numériser plus de 2 millions de livres par an. Avec ce second succès, Louis vient de prouver une chose. Des micro-tâches, réalisées par des millions de personnes, peuvent créer une valeur économique immense. Il suffit que les gens y prennent du plaisir ou qu'ils y trouvent un intérêt. Et comme l'éducation est un sujet qui tient profondément à cœur à l'étudiant du Guatemala, alors il va lancer Duolingo, une application pour apprendre des langues gratuitement. Et au démarrage de Duolingo, le modèle d'affaires est tout simplement révolutionnaire. L'idée est la suivante. Vous apprenez une langue gratuitement en traduisant des vraies phrases issues d'articles. Et des entreprises rémunèrent Duolingo pour avoir des traductions de qualité humaine.
Concrètement, un utilisateur doit traduire une phrase de l'anglais à l'espagnol, il propose sa version, tout comme des milliers d'autres utilisateurs. Puis, Duolingo croise les réponses, identifie les meilleures et génère une traduction finale de qualité. Ces traductions sont ensuite revendues à des médias comme CNN ou BuzzFeed à un tarif bien plus compétitif que celui des agences de traduction classiques. Résultat, l'utilisateur apprend une langue en traduisant des vraies phrases et les entreprises obtiennent des traductions fiables à bas coût. En même temps, Duolingo se finance sans faire payer ses utilisateurs. Bref, tout le monde est content. Ce modèle, aussi intelligent qu'audacieux, directement hérité de la logique reCAPTCHA, vous faites un petit effort utile sans même le savoir et en échange, vous recevez un service gratuit. Mais ce système va vite montrer ses limites, car avec l'arrivée des traducteurs automatiques, comme Google Translate ou DeepL, les performances des logiciels deviennent alors suffisamment bonnes pour que la traduction automatique couvre 90% des besoins professionnels. Duolingo a donc pivoté. L'entreprise abandonne son modèle initial et va miser sur un mix entre abonnement, publicité et services. Alors maintenant, une question persiste. Le travail invisible des masses est-il encore un modèle d'avenir ? Ce que je voulais partager aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'histoire de Duolingo, c'est un modèle de pensée puissant, qui est de proposer un service ou un jeu gratuit et amusant à des millions de personnes et d'utiliser leur effort invisible pour produire de la valeur économique. Un exemple intéressant est par exemple Pokémon Go. Avant de sortir le jeu, Niantic, l'entreprise derrière le jeu, avait lancé une autre application Ingress. Les joueurs devaient y signaler des lieux physiques autour d'eux, comme des statues, des fontaines ou encore des bâtiments. Et pendant qu'ils jouaient, l'air de rien, les joueurs alimentaient en réalité une base de données géante pour créer la carte et les Pokéstops de Pokémon Go. Et aujourd'hui, Pokémon Go continue d'utiliser les actions de ses joueurs pour améliorer une carte du monde en temps réel, utile pour ses futurs jeux et potentiellement pour d'autres services. Mais maintenant, plusieurs grandes questions se posent. À l'heure de l'intelligence artificielle, ce modèle d'affaires a-t-il encore de l'avenir ? Les humains qui produisent des données en se déplaçant, en sont-ils vraiment conscients ? Et est-ce que partager des données sensibles comme sa localisation pour améliorer les algorithmes pourrait entraîner des abus ? À vous de me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.